Speech présente Pause Clap, le grand écran au format MP3 qui commence. Et action! Bienvenue sur Pause Clap, l'émission du cinéma au format MP3. Aujourd'hui, on va parler des biopics, un genre cinématographique qui fait fureur dans les salles et on verra pourquoi. Avec moi, je retrouve autour de la table Antoine. Bonjour. Cerise. Bonjour. Et Gaël. Salut. Merci d'être venus tous les trois. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un biopic ? C'est un genre cinématographique qui se concentre sur la vie d'une personne réelle, souvent célèbre ou historique. Ce sont des films qui offrent généralement une représentation dramatique de la vie et des événements marquants de la personne en question, souvent en mettant l'accent sur des périodes clés de sa vie, ses réalisations, ses défis, ses échecs. Les biopics peuvent couvrir une gamme de sujets, y compris des figures politiques, des artistes, des musiciens, des athlètes, des scientifiques et d'autres personnalités publiques. Ils peuvent être basés sur des recherches approfondies et des sources historiques, bien que certains biopics puissent prendre des libertés artistiques pour des raisons de narration ou de dramatisation. Et ça, on va le voir un peu plus tard dans l'émission en citant quelques exemples. Le premier biopic est apparu dès la naissance du cinéma. En 1895, L'exécution de Marie est un film qui reconstitue la mise à mort de la reine d'Écosse Mary Stuart. On peut aussi parler du film Cléopâtre, par exemple, réalisé par Georges Méliès en 1899. Malheureusement, ce film est perdu aujourd'hui, comme la plupart de ceux de Méliès. Le biopic s'est popularisé dans les années 2000, avec des films comme Ray ou encore La Môme. Pour les producteurs, les biopics sont vus comme plus faciles à vendre auprès du public, mais le travail biographique est très important, surtout pour ce public qui voit ses attentes décuplées. Pourquoi on peut dire que les biopics ils plaisent tant au public ? C'est surtout parce que ces biopics-là, ils sont faits pour retranscrire des valeurs, tout en parlant de personnalités que les gens connaissent, ou pas, justement, qui peuvent découvrir aussi avec ça. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que le biopic, c'est très différent du documentaire. La différence, c'est que le documentaire, c'est un genre qui se veut vraiment réel. On ne va pas faire d'artifice, on ne va pas romancer ce qui s'est passé. Ça va vraiment être comme tel que ça s'est passé le plus fidèlement possible. Alors que le biopic, on va romancer l'histoire, on va la rendre plus dramatique, etc. C'est pas forcément un mauvais point, mais c'est juste que voilà, il faut prendre un peu le recul par rapport à ça. Et c'est justement la volonté d'avoir des choses vraies qui fait que le public est exigeant envers les biopics. Je pense qu'il y a peut-être deux raisons qui expliquent beaucoup la popularité des biopics. Je pense d'un côté forcément au fait que les gens vont souvent être fans du personnalité, souvent quand c'est l'histoire d'un artiste, l'histoire d'un musicien, et qui vont y aller parce qu'ils sont déjà fans à la base. Et je pense aussi qu'il y a ce côté presque voyeur un petit peu de voir la vie d'une personnalité, d'en savoir plus sur sa vie privée, et ce côté un petit peu tiré d'une histoire vraie qui plaît souvent aux gens. Dès que c'est réel, ça attire plus les gens, alors que paradoxalement ils vont pas forcément s'intéresser à des documentaires parce que c'est trop pompeux à leur goût. Mais voilà, je pense que c'est des raisons qui expliquent un petit peu que le genre il plaît beaucoup. Moi, je pense aussi qu'il y a une forme aussi de façon d'aimer les biopics que vraiment certaines personnes adorent les fiches Wikipédia au cinéma. Et c'est pas une blague, c'est que vraiment, je pense qu'on aime un peu tous ce truc de voir un biopic, par exemple, notamment pour la performance d'acteur. C'est-à-dire qu'un acteur ou une actrice qui va vraiment se fondre dans un personnage. Tu parlais par exemple de La Môme. La Môme, il y a eu tout un délire sur un Cotillard dans la peau d'Edith Piaf, parce que c'est vraiment tellement impliqué dans le personnage qu'elle a même sorti à un moment donné qu'elle était hantée par le fantôme d'Edith Piaf. C'est-à-dire. Donc en fait, vraiment, elle a incarné le personnage dans sa posture, dans sa gestuelle. Ça l'a amené jusqu'aux Oscars, donc il y a aussi cet effet un petit peu Oscar, César, où vraiment il y a le prestige aussi. D'ailleurs, on dit, il y a un peu cette idée que souvent, quand tu regardes les nommés dans une catégorie pour les Oscars, celui qui va gagner, ou celle qui va gagner, c'est souvent la personne qui joue dans un biopic. Et c'est presque une idée très reçue. Et il y a aussi ceux qui, selon moi, aiment aussi quand c'est une anti-fiche Wikipédia, en fait. Notamment quand c'est un anti-biopic un peu, où on va un peu défoncer cette figure qu'on est censé représenter au cinéma. Justement, en parlant de fiches un peu Wikipédia, on a le film reality de Tina Sattler qui un peu reprend une fiche Wikipédia, puisqu'on a vraiment un film qui retranscrit la vie de Reality Winner, même à 100%, son arrestation plutôt, puisqu'on a accès, le film est basé sur les enregistrements du FBI. Look, you've had a good career. I think you just messed up. I think you might have been angry about what's going on. Reality. Were you surprised to see us today?
This is my partner, Wally Taylor. Hey, how are you? We have a search warrant for your house. C'est vrai aussi que c'est un peu une forme de fiche Wikipédia, mais on a un peu mieux quand même, parce que là je trouve qu'il y a quand même une démarche artistique assez intéressante. Tina Sater en plus à la base elle est dramaturge, c'est-à-dire qu'elle vient du théâtre, donc à la base Reality c'est surtout une pièce de théâtre qui s'appelle Is This a Room, qui a été montée à Broadway en 2021, qui est basée sur le procès-verbal de Reality Winner et de son arrestation par le FBI en 2017, et elle l'a découvert en 2017 puisque c'est un procès-verbal qu'elle a réussi à le retrouver apparemment, et elle a tout de suite vu en ce procès-verbal quelque chose de super intéressant pour un film en fait. Elle s'est dit ça va être super de faire un film là-dessus, et c'est vrai que quand tu regardes le film, je trouve que ce qui choque avant tout c'est qu'avant tout, avant d'être un biopic, c'est un thriller en fait. Il y a vraiment un côté thriller où on est tellement auprès du personnage qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver. En tout cas, c'est mieux de pas connaître l'affaire et les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée, par exemple, avant de voir le film, parce qu'il y a vraiment un suspense qui est implacable. Et du coup, pour moi, c'est presque quelque chose qui en fait un anti-biopic, malgré que dans son postulat de base, c'est un biopic, en fait. Pourquoi tu parlerais d'anti-biopic pour... Anti-biopic dans le sens où là, pour le coup, c'est pas un film qui va démolir le personnage ou le faire redescendre de son piédestal. Pas comme par exemple, je vais prendre cet exemple-là, mais The Social Network de David Fincher, pour moi, c'est un anti-biopic dans le sens où on fait un biopic sur le créateur de Facebook qui n'est même pas validé par la personne en question, par Mark Zuckerberg, ni par ses proches, ni par... Voilà, parce qu'il y a aussi ce truc de certains biopics sont parfois, quand la personne est décédée, ce sont les ayants droit ou la famille qui va valider le biopic. Pour Bob Marley. Comme pour Bob Marley récemment, tout à fait. C'est sa veuve et ses enfants qui sont les ayants droit et qui valident tout ce qui est fait dans le film. Et c'est aussi pour ça que dans le film, le personnage de la veuve est quand même bien mis en avant. Enfin voilà, c'est pas... Du fils aîné aussi, ouais, oui, on ressent quand même. On ressent aussi que c'est surtout un truc qui intéresse les proches. On pourrait même citer Bohemian Rhapsody, en pire. Là, pour le coup, c'est vraiment... On réécrit presque l'histoire, je trouve, en l'arrangeant d'une autre manière. Là, dans le cas de Reality, je trouve que c'est vraiment une manière aussi de montrer qu'il y a un vrai... quelque chose vraiment à dénoncer dans la structure judiciaire du FBI, en fait. C'est vraiment, en gros, là, on nous montre vraiment les méthodes d'interrogatoire, comment c'est déstabilisant, comment on pousse parfois à dire des choses qu'on ne veut pas forcément dire. Par exemple aussi, de pousser la personne à lancer des derniers retranchements pour la pousser à dire ce qu'elle ne veut pas dire, par exemple. Et aussi, il y a une forme de culpabilité, je trouve, dans Reality, où en fait, on se demande, mais cette personne a été arrêtée littéralement parce qu'elle a fait quelque chose qui, en fait, a rendu un peu service quand même au pays, a rendu un peu service au peuple. Voilà, a remis en avant un peu l'idée de ce qu'est la démocratie, en fait. Et finalement, ça interroge vraiment sur quoi sont basées les structures, en fait. Sur quoi sont basées les structures du pays américain, enfin voilà, de l'Amérique, de son côté judiciaire, en fait, je trouve. Bon, on reviendra un petit peu sur le contenu du film, notamment avec les techniques d'interrogatoire qui, pour le coup, moi, ils m'ont énervé un petit peu, hein, les deux, oui, totalement, oui. Les deux membres, enfin les deux personnes principales, là, les deux inspecteurs principaux. Ouais. Mais avant, on va peut-être faire un petit résumé du film pour... Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est ce que j'allais dire, parce que pour l'instant, on commence déjà à beaucoup s'étendre sur le sujet, mais c'est peut-être un petit peu le flou pour les gens qui savent pas de quoi on parle. C'est comme l'émission précédente. On fait la même chose. Voilà. On oublie le résumé. Donc Reality, c'est une histoire qui se passe... déjà, on parle du 9 mai 2017. Donc Reality Winner, qui est linguiste et ancien membre de l'US Air Force, regarde les actualités qui parlent du renvoi de James Comey par Donald Trump. Le 3 juin, des agents du FBI se présentent chez elle, ils perquisitionnent sa maison et ils la soumettent ensuite à un interrogatoire courtois mais serré au sujet de la fuite de documents classifiés liés à un rapport de renseignement qui concerne des accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, dont ils savent qu'elle l'a consulté et qu'elle l'a imprimé au début du mois de mai. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film, justement, Reality ? Comme Gaël il le disait tout à l'heure, donc l'entièreté des dialogues du film sont tirés du procès-verbal qui avait été enregistré et reproduit à l'écrit. Et je trouve que c'est ce qui rend vraiment le film glaçant, en fait. Les dialogues sont presque parfois surréalistes. Il y a des questions des deux agents du FBI qui n'ont pas de sens. Ouais. Ils s'attardent sur des détails, on ne comprend pas pourquoi. Au début du film, quand ils viennent d'arriver et qu'ils lui posent des questions concernant ses animaux de compagnie, son chat, son chien, ils sont agressifs
avec elle. Combien d'animaux vous avez, où est votre chien, est-ce qu'on peut le prendre et puis le mettre dehors pour pas qu'il nous dérange, parce que sinon ça va poser problème, machin. Ils sont agressifs avec elle, sans raison, pour des choses qui n'ont a priori pas grand intérêt. On sent tout de suite ils se font passer pour des gens très polis, très courtois, effectivement, mais elle peut pas faire le moindre mouvement sans qu'il se déplace autour d'elle, qu'il y ait une camionnette qui arrive pour lui barrer la route, alors qu'elle sait pas du tout ce qui se passe. Et alors que tous les mots prononcés par les deux agents peuvent paraître anodins, on peut pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise, de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ouais, tout paraît surréaliste, alors que c'est vraiment les échanges qui ont eu lieu. On pourrait se dire, mais les dialogues ils sont écrits d'une façon un petit peu bizarre là quand même, ça n'a aucun sens ce qu'il a raconté. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est dit. C'est exactement les mêmes choses. Et on le ressent, et c'est ça qui m'a vraiment mis mal à l'aise. C'est même encore plus dingue parce que, en fait, pour dire à quel point ils ont été fidèles sur la retranscription des dialogues, t'as même les bégaiements, les quintes de tout, les malaises, justement, comme tu dis, dans les échanges, le fait qu'elle pose notamment c'est un genre de FBI qui pose des questions sur son chien, par exemple, c'est-à-dire mais vraiment, il fait la conversation sur un chien, tu vois, genre, vraiment, il lui demande des questions, il lui dit « Ah oui, moi, j'avais un chien aussi, et tout. » Il y a un moment donné aussi où il s'intéresse sur le fait qu'elle faisait du sport, vraiment des questions qui paraissent hyper anodines, en fait, c'est ça le truc, mais t'as presque quand tu regardes dans le film, t'as presque un espèce de flottement à la David Lynch, un peu, t'as l'impression d'être dans une sorte d'étrangeté un petit peu, inquiétante étrangeté, tu vois, mais avec deux agents du FBI qui viennent poser une question à une pauvre nana qui sort du taf et qui rentre chez elle en plein dans le en plus ça se passe un peu dans l'Amérique profonde, hein, c'est un peu dans une petite ville américaine, une petite ville c'est une petite banlieue, quoi, tu vois, donc tu te dis qu'est-ce qu'ils veulent à une pauvre fille comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'on ressent une certaine pression. Moi je trouve que pendant tout le film j'étais en mode ça va aller. Ouais, mais le film et est les plans serrés aussi sur le visage de l'actrice, donc qui est Sydney Sweeney, qui interprète Reality Winner, qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel dans ce rôle. J'ai fait un compliment, t'as vu? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Non, tu reconnais le talent de l'actrice. En fait, j'ai eu du mal avec elle au début dans Euphoria parce qu'elle était, je la voyais comme la pleurnicheuse. Alors elle était douée et tout ça, mais bon, je trouve qu'elle n'avait pas un rôle non plus qui évoluait et qui lui permettait vraiment de montrer ses talents d'actrice. Son personnage est un peu antipathique aussi. Voilà, c'est ça. Mais même un personnage antipathique pour lequel on ne s'attache pas, qui est vraiment insupportable et on a juste envie de la sweep du casting. Du cast. Non mais en fait là, vraiment, je sais que c'est une très bonne actrice et qu'elle a vraiment beaucoup de talent, et notamment dans Reality. Pour l'avoir vue, vraiment, elle est assez exceptionnelle, et elle interprète son regard, son visage, vraiment la femme perdue qui ne sait pas ce qui lui arrive, les gros plans. Et j'ai aussi beaucoup aimé, c'est quand il mettait, alors je sais pas trop l'effet qu'il mettait, mais quand il la faisait disparaître pour des informations. Elle disparaît du cadre quand c'est des moments censurés dans le procès verbal, en fait. C'est vraiment les moments où tu as des lignes, quand tu regardes le texte, tu as vraiment des moments où il y a des lignes qui sont censurées en noir, comme si quelqu'un avait passé un gros feutre noir dessus. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est des séquences qui te rendent mal à l'aise. Tu sais pas pourquoi ça a été censuré, tu as envie de savoir. Puis d'un coup, tu as vraiment cet effet où elle disparaît de l'écran, où tu n'entends plus rien et tout. La première fois, ça surprend, et après, tu te dis, ah, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Mais la première fois, tu te dis, il est passé où? Oui, d'un coup, tu sens que tu es dans un film de SF, quoi, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. C'est genre. Non, mais c'est super bien fait aussi, parce qu'on a vraiment aussi l'onde, en fait, quand c'est l'enregistrement. On a un moment, c'est une onde audio. C'est pas forcément l'image qu'on voit, et puis ce changement vraiment avec donc ce parallèle entre l'onde audio et puis les images aussi, et je trouve que c'est vraiment très très prenant. T'as même aussi un travail sur le son qui est assez génial, parce que si tu regardes bien au début du film, quand tu la vois sortir de son travail et tout, il y a pas vraiment de son. Enfin, il y a du son, mais c'est pas du son, c'est plus du son ambiant, en fait. Et la première interaction qu'elle a avec les agents du FBI, quand ils viennent la voir à sa voiture, quand elle vient tout juste d'arriver, tu entends l'enregistrement qui commence, en fait. C'est-à-dire que tu entends vraiment, tu vois l'acteur qui prend son dictaphone et qui l'allume, et du coup le son dans les premières minutes, c'est vraiment un son audio de dictaphone, en fait. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être ça pendant tout le film, parce que ça va être long. Voilà, c'est parti très radical. Bon, c'est sympa 2 secondes, mais à un moment donné, voilà quoi. Mais non, je trouve qu'il y a un travail sur le son qui est assez hallucinant. Justement, pardon. C'est pas grave. Mais j'allais dire, justement, c'est ça qui apporte l'originalité du film et la façon dont elle a traité le sujet. Concernant les passages censurés du procès verbal aussi, je trouve que ce qui m'a encore une fois rendu mal à l'aise, c'est que par moment, on ne comprend pas ce qui a pu être censuré, on ne comprend pas pourquoi, parce que ça intervient à un moment qui paraît encore anodin.
quand il lui demande quel mot exact elle a pu taper pour tomber sur le résultat de recherche. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette question hyper précise, genre quel mot-clé vous avez tapé tel mois, il y a tant de temps pour avoir Oui, cet t'as article. l'impression que même si elle dit chat, tu vois, genre, Oui, ils vont oui. péter un plomb, genre, tu vois, genre, Mais c'est pareil, il y a un moment où Oui, non, mais elle parle du Je malaise sais. qu'elle ressent au travail parce qu'il passe constamment les informations, que c'est un climat anxiogène à son bureau. Et elle dit j'aurais bien aimé qu'il puisse changer de chaîne, mettre ne serait-ce que des images avec des animaux mignons, machin. Et les deux agents du FBI disent oui, ça aurait peut-être été la solution, blablabla. Et ils renchaînent sur ça. Et d'un seul coup, tout un paragraphe censuré. Alors qu'a priori, ils sont juste en train de dire ouais, ça aurait été bien des petits reportages sur les animaux mignons, ça vous aurait déstressé. Et d'un seul coup, bim, 3-4 lignes de dialogue qui sont censurées. Tu te dis mais qu'est-ce qui a pu se dire à ce moment-là de si grave, de si important pour que ce soit censuré du procès verbal et qu'on n'ait pas d'informations là-dessus. Et ça participe à l'étrangeté du film et au fait que tu te poses 1 million de questions qui n'auront pas de réponse. Et ça te rend fou. Mais je trouve aussi que c'est intéressant parce que du coup, au début, tu as cet effet où en fait le film est parasité par ces moments de censure. Et tu as un moment donné dans le film où je trouve qu'il y a un vrai basculement où en fait j'ai l'impression que le personnage. C'est là où tu vois aussi que le film est réalisé par une femme. C'est qu'en fait, avant toute chose, il y a un vrai regard féminin sur le fait que cette nana va quand même se retrouver au fur et à mesure progressivement dépossédée de tout ce qu'elle a, c'est-à-dire même dépossédée de sa maison, dépossédée de l'espace dans lequel elle vit en fait. Son chien De et son chat. chien, de son chat, totalement. Mais les pauvres animaux ils sont mis en cage comme ça dans le jardin, tu te dis mais pourquoi? Alors que c'est juste des animaux quoi. Et oh, hein. Mais oui, non, justement, c'est juste des animaux. Alors attention, j'adore les animaux, je dis pas ça. C'est juste des animaux. Je dis c'est juste des animaux dans le sens où ils vont pas. A priori, le chien va pas sortir une arme à feu de sous le lit et se mettre à tirer sur les flics, tu vois. On sait jamais, c'est peut-être un chat surentraîné. Hein. Elle a fait Air Force, tu me diras, c'est vrai que ouais, Elle a on peut surentraîné faire gaffe son quand chat. même, voilà. Et puis on sait pas, peut-être que Tina Sater a voulu faire un commentaire sur le blockbuster hollywoodien quelque part, tu vois. Bref. Vous êtes épuisant. On s'épuise aussi. Hein. Voilà, ouais, si je suis épuisé, désolé, je me suis levé tôt ce matin. Mais non, mais du coup, oui, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Tout ça pour parler de chien et chat ninja, voilà. Du coup, Voilà, t'étais sur un vrai commentaire intéressant. Les Et biopics et tout. Non, Bon, non. et le FBI, il pensait un peu ça. Hein. J'ai envie Oui. de te dire, quand ils arrivent, les inspecteurs, ils se sont dit le chat, il va nous tirer dessus. Hein. C'est ça, mais oui. C'est assez. Où est assez votre drôle. chat, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils font, c'est où est votre chat? il lui demande aussi si elle a des armes à feu et où elles sont rangées. Et si le fusil est rose? C'est ça. Et oui, c'est là que tu comprends qu'ils sont déjà au courant de. De beaucoup de choses. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est pareil, ça rend le truc encore plus flippant parce qu'ils viennent poser des questions alors qu'ils ont déjà toutes les réponses. Ils savent déjà que son Oui. arme est rose, ils savent déjà qu'elle a 2 armes, ils savent déjà qu'elle a C'est imprimé ça. les documents, ils savent en a déjà ce 3. que c'était. 3 Elle a 3 Elle a 3 armes. J'ai pas retenu qu'elle avait 3 armes. J'avais souvenir de 2, dont là, le fusil rose. Ouais. Mais voilà. Oui, ils lui font même une blague d'ailleurs sur le fusil rose d'ailleurs Ouais. en disant ah bah oui, celui-là tout le monde là. Mais ils ont toutes les réponses à leurs questions avant d'arriver et pourtant ils vont quand même la pousser dans ses retranchements pour la forcer Ouais, c'est à ça. se livrer. Alors Pour que ce soit elle en fait qui passe aux aveux en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. alors qu'ils Et savent c'est hyper déjà. malsain. Ils l'isolent même dans une pièce de sa propre maison, c'est-à-dire qu'ils prennent une pièce à part pour dire littéralement, ils disent la question qui est le titre de la pièce initiale, vraiment, est-ce que c'est, ils se disent des rooms, enfin, est-ce que c'est cette pièce de coup dont on va Ouais, en plus, elle est un peu glauque cette. Ah, elle cette est glauque. pièce, hein. Il y a Elle a Elle est raison, hein. entièrement vide. Entièrement, Déjà, ouais. tu sais pas à quoi elle sert. Bah, elle l'a dit elle-même, hein, c'est une pièce qu'elle n'aime pas parce elle la trouve toujours sale aussi et elle a juste mis un parc à chiens et c'est tout. Peut-être que si elle faisait les ménages dans les pièces, elle serait pas toujours sale aussi. Ça, c'est Ouais. vrai. Oh, tu veux les reprocher, voilà, et voilà, c'est une femme évidemment, donc tu reproches qu'elle a fait le ménage. Alors ça, Bip. c'est Non mais, allez, On voilà. va couper. je me serais pas permis ce genre de C'est choses. une non, mais blague, c'est une blague. Non, mais il y avait aussi une scène, moi, qui m'avait un peu interloquée, qui m'a surtout mise en colère. Enfin, pas en colère, mais j'avais envie de me moquer, en fait, de ces deux inspecteurs. Et c'est la scène de l'iPhone. Où, Oui, il Oui, ne sait oui. pas comment le déverrouiller. Il c'est sait ça pas déverrouiller un iPhone. il Oui, sait pas c'est vrai. déverrouiller un iPhone. Et j'étais en mode... Mais après, enfin, c'est la technique de l'interrogatoire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle avec elle normalement, l'autre qui arrive et qui lui coupe la parole un peu tout le temps sur une conversation qui est anodine. Je crois qu'il parle du chien à ce moment-là. Ouais. Et il arrive une première fois pour lui dire mais comment on déverrouille votre truc là, et après qu'il revient il dit mais vous n'avez pas de mot de passe pour verrouiller votre iPhone. Et j'étais en mode mais arrête de lui couper la parole, tu m'énerves. Et cette scène, je trouve qu'elle a quelque chose vraiment, c'est une tension palpable qu'on ressent et on se dit en fait moi je me suis mise un peu à la place de cette jeune fille parce qu'à l'époque elle avait 25 ans. Ouais. Et je me suis dit, mais putain, la pauvre, quoi. Moi, j'aurais envie de le claquer, hein, la FBI. Surtout qu'en plus, au moment où elle essaye juste, tout simplement, de déverrouiller l'iPhone, Il lui enlève, ouais. Ouais, et puis même, il a un espèce
il se met vraiment en retrait, du genre, il met même presque la main comme ça en disant attention, tu vois. Genre, Ouais, comme alors, si elle était dangereuse. Il y c'est a ça, alors l'autre qu'elle flic qui est à côté, Oui. qui intervient pour les repousser. ouais, lui se recule, c'est limite s'il a presque sa main sur son flingue et qu'il prête à Ouais. dégainer, quoi. Et il tire dessus dans le jardin, quoi. Mais ils sont 3 C'est- en plus. c'est Il y en a un qui lui tient la discussion sur le chien et il y Ouais. en a 2 autres qui arrivent avec l'iPhone pour lui dire comment on déverrouille ça. C'est ça, puis t'as cette espèce de mec hyper baraqué aussi qui arrête pas de passer dans le coin. qui est pas très loquace, hein, d'ailleurs. Et c'est ouais, pas- ouais, tu te dis, oula, voilà C'est quoi. un peu le cliché de l'américain aussi. hein. Ah bah Tiens, oui, une petite barbichette. Mais par contre, les deux costaud. agents du FBI, tu vois, ils ont vraiment ce rôle classique du gentil cop. flic, méchant Ouais, flic, good cop, bad cop, je ouais. trouve, tu vois. Totalement. Ouais, Il y a- mais plus psychologique quand même. Ah oui, oui, non, Oui, mais oui, ils, oui, ils font non, pas mais usage ouais. de violence, mais tu vois, d'un côté, t'as le flic qui est incarné par Josh Hamilton, C'est super. qui est celui qui passe son temps à lui poser des questions sur sa vie privée. Ah, Ouais. bah moi aussi je fais du sport, oh, moi aussi j'ai des C'est ça. animaux, machin. Mais qui a toujours ce regard un peu. Enfin, tu regardes son visage, il est tout le temps mal à l'aise lui aussi, Ah, mais mais- t'es mal à l'aise avec lui, c'est impressionnant. Mais moi, il y a des scènes où il me fait presque peur. C'est que vraiment, quand il lui pose des questions et tout, t'as des moments où d'un coup. Il est gênant. Ouais, très gênant. d'un coup, il va arrêter d'être sympa. C'est que d'un coup, il va être drôle et puis après, d'un coup, il va devenir super fort. en mode, Il est plus bizarre que froid. Du coup, Oui. c'est plutôt le deuxième, donc c'est incarné par Marchand Davis, Ouais. qui lui joue un peu le côté méchant flic entre guillemets. Ouais. Pareil, il va jamais faire usage de la violence, mais c'est toujours lui qui est là pour poser des questions sérieuses, pour lui demander de déverrouiller l'iPhone, sortir le chien parce que ça pourrait poser des problèmes, qui est toujours derrière, bras croisés, avec son regard assez fermé. Donc il y a vraiment cette dynamique de. Mais qui parfois bon fait quand même flic, des mauvais flic. blagues. Il fait quand même des blagues Oui. parfois et tout. Il y a un moment donné, notamment, où Josh Hamilton sort totalement de la pièce et elle se retrouve toute seule avec Merchant Davis et peut-être le mec baraque, justement, je crois. Qui n'est pas nommé, mais L'homme Ouais, inconnu. voilà, l'homme inconnu qui n'est pas nommé en effet. Dans l'audio, il y a écrit homme Homme inconnu, inconnu, en ouais. effet, c'est vrai. Je le dirai pas en anglais parce que je sais pas faire ça. surtout étonnant d'ailleurs parce que un procès verbal du FBI qui mentionne un de leurs agents, mais qui est inconnu selon leur nom. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah vraiment, je pense que c'est juste l'homme de main, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, Mm. tu vois, je pense, on n'avait pas besoin de le nommer, lui, c'est juste le gars qui passe et C'est ça. qui fait boue et puis qui après s'en va, quoi. Très peu de personnages d'ailleurs dans le film. hein, pour Ouais, le mais coup, c'est il y a- quasi un huis clos. Ah, c'est- Enfin, c'est un huis clos. C'est un mais huis clos qui va c'est jusqu'au jardin, qui se un peu permet à ciel de. ouvert parfois, Ouais. voilà, mais c'est léger. Mais non, oui, c'est quasiment très restreint en termes d'acteurs. Et on a 4 personnages, quoi. Ouais. L'homme inconnu, là, les 2 agents et Sydney Sweeney qui incarne Reality Winner. C'est là où tu vois le postulat de base aussi, la pièce. Une pièce de théâtre. La pièce de ouais. théâtre. Oui, oui, Ouais. complètement. Après, t'as les figurants qui font la perquisition, là, qui Ouais. jouent les rôles du FBI, qui fait la Oui, perquisition. oui, ils dans comptent son- pas eux. Non, ils comptent pas, mais je veux dire, ça reste aussi des les figurants. personnages à intégrer. Enfin, ce sont des personnages, des figurants, quoi. Tu l'as dit toi-même. Hein, Voilà. Colline. Merci pour ce point de définition, Colline. De rien, avec grand plaisir. Tu viens de rappeler aux figurants, aux gens qui font de la figuration dans ce milieu. Bah, à c'est quel important point, de- C'est vrai, t'as raison de mettre la lumière, je Bah, m'excuse auprès Parce d'eux. que sans les figurants, eh ben, il y aurait pas beaucoup de films. Mais revenons, je pense, Au film. On parlait d'un Après, film. mais oui. Après cette digression importante sur la figuration, nous ne reviendrons pas dessus. Oui, donc c'est un film qui est quand même très 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 prenant, où il a une tension qui est palpable, mais jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin du film, moi je Oui. trouve, ce qu'elle lui passe les menottes. Où on est là, elle la fouille, et après elle lui passe les menottes comme ça, sans sommation. On était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, parce qu'on a fini l'interrogatoire, elle a arrêté, pourquoi elle a Mm. arrêté? C'est Après- grave. Après, moi, je trouve quand même que on parle beaucoup des agents du FBI en disant oui, c'est les méchants agents et tout ça et tout. Alors, je dis pas que elle a fait une mauvaise chose, même si c'est encore une fois une question de point de vue. C'est-à-dire que par exemple, c'est une petite digression, pardon, mais quand tu regardes la vraie réalité Winner, elle a dû même changer de compte Instagram parce que son ancien compte Instagram, quand tu vas dessus, il est toujours accessible. Tu vois des milliers de commentaires extrêmement négatifs d'Américains qui l'insultent, qui disent qu'elle a fait du mal au pays et tout ça, alors qu'à côté, par exemple, tu as des commentaires un peu plus... tu as des Français, notamment aussi, qui sont venus mettre des commentaires en français. Voilà, bon, ça sert pas à grand-chose qu'elle est américaine, mais... Il y a la sauf traduction, si elle- hein. Voilà, il y a la traduction, bien sûr, mais sauf si elle lit très bien le français, voilà. Mais qui viennent apporter son soutien, qui disent que c'est une grande femme, qu'elle mérite réparation, qu'elle mérite d'être en paix maintenant après ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a quand même été emprisonnée pour ça, quoi. Pendant 4 ans. en Pendant plus. 4 ans, Je trouve enfin, ça un c'est- petit peu, Ouais, un petit peu long. hein. C'est Elle est long, encore quand sous même, hein. surveillance jusqu'au Oui. novembre, d'ailleurs. Oui, oui. Et elle a aidé à faire le film, d'ailleurs. C'est vrai Oui, elle a contribué à l'écriture du scénario. Sydney Sweeney l'a même rencontré pour vraiment lui poser plein de questions.
et aussi pour faire un peu sa performance d'actrice à récompense, on va dire, entre guillemets. Je crois qu'elle a eu quelques prix quand même, mais Qui sont mérités. qui sont mérités totalement. Mais du coup, elle prend vraiment la gestuelle, elle prend vraiment la façon de parler de la vraie Reality Winner, en fait. Ah oui, elle nous a fait une May December, en gros. Un petit peu, ouais, totalement, mais dans la vraie vie. Enfin, dans le voilà, là, Dans un vrai biopic. dans un vrai biopic, du coup, parce que moi, j'adore May December, c'est super sur ce que dit le film sur les actrices. C'est super. Mais d'ailleurs, il y a un autre film sur Reality Winner qui est sorti en début d'année, Ah, qui d'accord. s'appelle Winner. Ils sont pas cassés la Ouais, tête. hein. c'est- Ouais, D'abord, on prend d'accord, le prénom, ok. ensuite le nom de famille. Allez, ils avaient les droits pour le nom de famille et pas pour le prénom. Et- C'est- Alors, je crois qu'il est sorti d'abord aux États-Unis. hein. Il n'est pas encore sorti en France, il me semble. Et non, elle est prévue d'ailleurs pour 2024. Et en fait, c'est un film qui a été réalisé par Susanna Fogel et qui reprend également qui reprend en fait l'histoire de Reality Winner. Mais je pense qu'elle va apporter un point de vue différent. Bon, je l'ai pas vu puisqu'il n'est pas encore sorti officiellement, mais en tout cas, oui. Et le film là, Reality Winner est interprété par Emilia Jones. Donc on est vraiment sur une actrice complètement différente, je trouve, de Sydney Sweeney. Mais bon, voilà, c'était la petite info supplémentaire D'accord. pour dire comme quoi c'est une personne qui est vraiment beaucoup interprétée, je trouve, dans la pop culture. Puisqu'elle est déjà à 2 films, une pièce de théâtre. Donc je pense que c'est un personnage qui doit vraiment... je sais pas, qui doit... Bah, je pense qu'elle va avoir qu'elle a déjà son importance d'un point de vue politique, en fait. Ouais, c'est surtout. ça. On peut déjà parler d'elle, je pense, comme, entre guillemets, d'une grande femme, parce que c'est une grande femme. Dans Oui, le sens ça se- voilà, la grande femme historique, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une lanceuse d'alerte. On est sur le même, on est presque sur le versant, on va dire, féminin de Snowden, en fait. Bah, elle Un est petit peu. comparée à Snowden. Elle est comparée souvent à Snowden. C'est voilà, elle, oui. c'est elle qui se compare d'ailleurs. hein. Bah, elle dit, oui. Ah, elle dit qu'elle Elle dit ne je veut ne suis pas être pas, la nouvelle je ne Snowden. suis pas Snowden, en fait. Enfin, littéralement, Ouais. Et tu sens du coup que c'est aussi, ça se passe dans une Amérique qui est un peu, entre guillemets, traumatisée par Snowden. C'est-à-dire que, enfin, traumatisée. Moi, je trouve que ce qu'il a fait est très bien. Mais en gros, c'est une Amérique où le FBI, l'infrastructure du FBI est un peu en mode on ne veut pas justement, je crois qu'il le dit à un moment donné, on ne veut pas justement d'un nouveau Snowden ou d'une nouvelle alerte comme ça où ça va mettre à mal toute l'infrastructure du pays, quoi, en fait. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un biopic qui est quand même réussi, hein, je trouve. Ah oui, très réussi. Et qui a cette particularité, excuse-moi, Non, vas-y. contrairement à beaucoup de biopics, de pas revenir sur l'ensemble de la vie d'une personne, mais Oui. vraiment sur un moment très isolé Tout à fait. de sa vie, alors que souvent, la plupart des biopics, en tout cas, retracent quand même C'est une plusieurs années de la radiographie vie de- souvent de la vie d'une personne. Une fiche Wikipédia, littéralement. Mais il y a même eu aussi récemment Bob Marley One Love qui est un peu comme ça aussi. Ça va être un tube. Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar. Je suis pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. Vous savez, le reggae, ça unifie le peuple. Tout le monde n'aime pas ce que tu racontes. Pour ta sécurité, il faut que tu arrêtes. Je suis pas ultra fan du film, mais en fait le film cible vraiment une partie de sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois, 2 ans, littéralement, où c'est à partir du moment où il s'est pris une balle pour... Bah, ça remonte aussi un petit peu avant, mais c'est vrai qu'il d'accord. cible. Oui, il y a des flashbacks, tout ça, de son enfance et tout, mais... Il cible de 76 à. 78, je crois. Ouais, Ouais. il me semble. Mais après, c'est vrai que oui, ils en parlent un peu avant et un peu après. Oui. Mais oui, non, c'est vrai qu'en fait, il cible vraiment sur la partie quand il est devenu vraiment Un mythe. la voix. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la Littéralement, voix du oui. peuple. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont ciblé. Et je pense que c'est aussi son apogée. Enfin, Ah oui, comment totalement. est-ce qu'il est devenu. C'est le moment où il s'est pris une balle et qu'il est remonté sur scène, qu'il s'est exilé en Angleterre avec sa famille et qu'il a enregistré Exodus, qui est son plus grand album. Enfin, c'est vraiment le moment en effet où il a revendiqué son message de paix. Il l'a vraiment diffusé le plus loin possible. C'est aussi un disque en plus qui a quand même été élu je crois que c'était par le Time à l'époque comme l'album le plus important du 21e siècle. Ouais, les Arocs aussi. Du 20e siècle, pardon. Les Arocs aussi. Mais c'est beaucoup plus récent. Mais... Oui, voilà, oui, ouais. Mais Mais voilà, c'est vraiment, c'est évidemment la période charnière qu'il fallait adapter, quoi. Ça aurait été le climax d'un biopic Wikipédia, tu vois, mais ça aurait été... Et d'ailleurs, Voilà. il est très très bien interprété. Oui, l'acteur est super.
Par l'acteur, oui, je ne sais plus son. Enfin, Kingsley Ben-Adir. Ouais, c'est ça. Je l'adore. J'avais envie d'appeler c'est un de mes petits chouchous. Je l'adore vraiment parce qu'il était dans. Malheureusement, il était dans Secret Invasion, la série Marvel. Voilà, il a joué le. J'adore ton rire qui était hyper spontané. Malheureusement, j'ai dit Marvel. Bah voilà. Une des nombreuses bonnes séries Marvel du moment. Elle est extraordinaire, Secret Invasion. Arrête, Samuel Jackson dans son meilleur rôle. Absolument pas de souvenirs. Mais il joue le méchant dedans. Tu te souviens même pas des formidables effets spéciaux, notamment dans le climax de la saison? Si, en fait, je me rappelle juste rapidement du fil en fait des 6 épisodes. Mais Secret Invasion n'étant pas un biopic. Voilà, mais je veux dire voilà, on s'éloigne, mais voilà, ce que je voulais dire c'est que du coup Kingsley Ben-Adir joue un méchant dans cette série-là, mais c'est pas son meilleur rôle pour le coup. Là, dans Bob Marley One Love, il est vraiment génial parce que il a vraiment pris la diction de Bob Marley, il a vraiment pris la gestuelle. Les scènes de concert sont en plus assez électrisantes. Il y a ce plaisir évidemment, je pense, qui est dû au fait que tout simplement tu écoutes du Bob Marley. T'es quand même assez content, voilà, c'est quelque chose qui met bien, on va dire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il avait déjà joué une figure historique importante auparavant. Il a joué dans One Night in Miami, première réalisation de l'actrice Regina King. C'est sorti sur Prime Video, ça avait été dans des festivals, peut-être à Sundance, je crois, peut-être. Et il a été nommé aux Oscars. Il y a eu quelques nominations aux Oscars pour les acteurs, notamment. Et c'est sur quoi du coup Il est sur Prime, je crois qu'il est sur Prime Video parce que c'était un film Amazon original. Mais du coup c'est un biopic. C'est un biopic un peu romancé sur une sorte de nuit durant laquelle Malcolm X, Sam Cooke et Mohamed Ali se réunissent à trois en tant qu'amis du coup, et en fait en gros ils vont finir par c'est vraiment au début une discussion amicale qui va devenir une discussion vraiment politique où chacun va remettre un peu en question les convictions des uns et des autres, tout ça et tout. T'as notamment une scène où Malcolm X, qui est un ami de Sam Cooke, va lui reprocher de ne pas écrire des chansons d'amour. Non, c'est justement ça, il écrit que des chansons d'amour, et il lui reproche de ne pas écrire des chansons où il s'implique politiquement en tant qu'Afro-Américain. Et Kingsley Ben-Adir joue Malcolm X. Voilà, donc en fait, avant d'avoir joué Bob Marley, il a quand même joué Malcolm X, ce qui est pas rien. C'était juste pour dire qu'en gros. Tu l'aimes bien. Je l'aime bien. C'est vraiment. Voilà, non, c'est un super comédien. C'était long pour juste lui faire un compliment, mais c'était très intéressant. Voilà. Et petite anecdote, dans le film, Mohamed Ali n'est pas encore Mohamed Ali, il s'appelle Cassius Clay. C'est-à-dire que c'est juste avant qu'il se fasse baptiser Mohamed Ali, en fait. Il y a vraiment ce truc c'est une nuit à Miami durant laquelle ces trois hommes vont prendre des décisions, quand ils ressortent de cette nuit-là, ils ne sont plus les mêmes en fait. Il y a vraiment cette idée-là, c'est vraiment le moment où ils prennent la décision de s'impliquer politiquement. Oui, donc là en fait on a un biopic qui raconte vraiment un épisode marquant de la vie de trois hommes, mais on a aussi des biopics qui parlent vraiment de la vie complète d'un personnage historique, enfin d'une personne historique et mondialement célèbre, comme Mozart par exemple dans le film Amadeus. De Milos Forman. Tout à fait. Oui, c'est ça, je cherchais. Complémentarité, c'est incroyable. Sais, merci. Et du coup, toi, Cerise, je sais que tu adores ce film, que tu aimes bien ce film en particulier. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi et ce que tu en as pensé ? Alors, j'ai bien aimé ce film parce qu'il était long déjà et que c'était intéressant. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il est long sur le papier, mais on voit pas le temps passer parce que tout s'enchaîne, les événements s'enchaînent les uns après les autres, et tu vois l'évolution du personnage qui fait un peu les montagnes russes au cours de sa vie. Et t'as le sentiment de voir une grande fresque en fait, c'est ça qui est très beau dedans. Et en plus de ça, ça raconte sa vie, et puis ça raconte le contexte historique dans lequel il a grandi. Donc de manière générale, en fait, ça t'apprend aussi des choses un peu sur le monde tel qu'il était de son point de vue à son époque. Et s'il y a une chose que je me dis, en fait, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé quand vous avez parlé de ce que c'était un biopic au début, c'est que en fait, la vie de Mozart en soi, je la connais pas énormément. En fait, c'est juste la plupart des choses que je pourrais entre guillemets savoir, c'est ce que j'ai vu dans le film. Et limite, il y a des choses que j'ai envie de croire. En fait, il y a des choses que j'ai envie de me dire que ça s'est passé comme ça, avec ces textes-là, avec cette gestuelle-là. Et c'est aussi ce qui fait que les biopics, c'est plutôt bien, parce que faut bien sûr avoir la mesure de se dire, c'est pas forcément de but en blanc ce qui s'est passé, mais en même temps, ça permet de rêver un peu sur des vies comme ça qui se sont passées. Et c'est en ça que je trouve que le biopic est intéressant. Ça permet de rêver à partir de choses qui sont vraies au départ. Et Amadeus, pour moi, c'est un bon exemple de ça. Et puis ça permet aussi de découvrir des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Je pensais notamment à un des derniers que j'ai pu voir, qui est Bonnard, Pierre et Marthe,
qui en fait raconte l'histoire de Pierre Bonnard et de Marthe Bonnard. Alors, ça va prendre avec des pincettes, c'est pas un film, c'est un film que j'ai trouvé un petit peu long, mais pas dans le bon sens. Ah, tu peux dire qu'il est chiant. Non, mais vraiment, moi je l'ai vu pour le coup, c'est... Moi, je pas les mots J'essayais aussi. d'être, non, tu vois. peux le dire vraiment. Mais dans Moi, le sens où, malgré tout, Pierre Bonnard, moi, c'est une personne, je ne connaissais pas ce peintre. Donc ça m'a permis aussi de découvrir, parce qu'après, moi, j'ai été voir j'ai fait des recherches sur ce peintre. Je me suis pas appuyée sur ce film qui était chiant, hein, mais qui est quand même intéressant d'un point de vue histoire. Ça permet aussi de découvrir des personnes qu'on ne connaît, enfin des personnages ou des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà. Ça veut dire que même si le biopic était mauvais, bien sûr, c'est subjectif, mais même si le biopic a été mauvais, ça t'a quand même donné envie d'en savoir plus et de connaître le personnage. Oui, parce que c'était... après, c'est un domaine que j'aime beaucoup, c'était l'art, donc ça m'avait intéressé particulièrement. Et puis après, malgré le fait qu'il soit long et chiant, mais ça, c'est aussi dans la réalisation et dans l'écriture du scénario. Après, moi, je reconnais vraiment une belle photo. Notamment il est pour la peinture, tout ça, vraiment, il y a une belle photo, les acteurs sont bons. Les décors aussi. Bon non. Les décors sont magnifiques. Donc non, il est beau, il est juste très long. Ouais. Et pourtant, le début, je trouve qu'il est assez rapide. Ouais. Et après, c'est... Problème de rythme, en fait. Ouais, voilà. Ah ouais, oui. Pour le coup, Il y a un gros problème de rythme. Et puis, bon, niveau musique aussi, niveau BO, niveau accompagnement, je trouve qu'il est assez pauvre aussi. Bon, peut-être que c'est un choix artistique, hein, je ne sais pas. Je n'ai pas écouté ou lu de critiques sur ça. Mais en tout cas, oui, ça m'a donné envie de me renseigner sur Pierre Bonnard et sur sa femme aussi, qui est devenue peintre par la suite. C'est d'ailleurs plus un film sur sa femme que sur lui, finalement. C'est un film qui te montre un petit peu à quel point, à cette époque-là, le masculin l'emportait peut-être un petit peu trop sur le féminin. Et du coup, ses œuvres à elle étaient un peu mises en retrait par rapport aux siennes. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Moi, je le vois un peu coupé en deux, quand même, le film. C'est une partie sur Pierre et une partie sur Marthe. Oui, mais tu vois bien qu'en gros, c'était sa muse, un petit peu, et qu'il avait tendance peut-être un petit peu trop à changer de muse. Oui, c'est... Voilà. Voilà, il avait des humeurs, on va dire. Voilà. Oui, voilà. Oui, voilà, on va être gentil, voilà. Mais... Tout à fait. Je trouve que ça, je sais pas, ça colle dans le bien film, avec, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais je pense... oui, mais bon, quand même, voilà, même Cécile de France, elle est très bien dedans aussi. Parce que c'est 11 ans. J'ai plus le nom de celui qui joue Pierre. Vincent Macaigne. Ouais, c'est Vincent Macaigne, qui est un peu dans des zones un peu... Celui qui fait les frites. Tout à fait. Macaigne, oui. On n'avait pas encore eu de blague. Allez. Je trouvais que ça manquait un petit peu. Non Vincent, si t'écoutes ce podcast. C'est Antoine. Hein. C'est Antoine qui a fait ça. Oh, comment ça me balance. Mais ouais, enfin voilà. Non, mais c'est pas un mauvais film, c'est juste qu'il est redondant. Voilà. Ouais. Il est redondant, il est... Voilà, un peu long. Un peu long. Ouais. Mais beau. J'ai une question. Ouais. Vous avez tous vu Oppenheimer ou pas? Oui, okay. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez donner un peu votre avis dessus? On est obligé d'en parler ou... Ouais. Oui. non mais je cherche un peu des avis nuancés là-dessus parce que même moi j'arrive pas. En fait, j'ai beaucoup aimé le film, c'est pas ça le souci. C'est juste qu'il y a des choses assez. Des choses dans les détails que j'ai pas forcément comprises et juste peut-être le fait d'avoir vos avis un peu ça m'aiderait peut-être à Alors moi mieux personnellement vu qu'on parle d'un biopic que certains ont trouvé long là justement c'est un petit peu mon cas concernant Oppenheimer, mais alors contrairement à beaucoup de gens qui sont allés pour voir une bombe pétée et du coup arriver à la phase du procès pour le dernier tiers du film, ils se sont ennuyés. Moi c'est pas du tout le cas, j'ai trouvé la dernière partie passionnante. Oui. C'est davantage la première partie moi qui m'a semblé être la longueur du film. Alors le début le début lance très très bien la machine. En plus, on a énormément de poésie au niveau visuel. Enfin, c'est très très beau. J'aime beaucoup le début. Et puis la musique. Et ensuite, on a une latence. Je trouve qu'il y a un long moment de flottement, toujours dans ce premier tiers du film, où je me suis dit bon, ça commençait bien, mais là, j'attends que ça se relance parce que je me suis un petit peu ennuyé. Et arrive la deuxième partie avec la conception de la bombe, et ensuite la troisième partie avec le procès, et après tout se fait naturellement. Mais pour moi le film est un peu long et il y a un petit peu de mal à se lancer, je trouve. J'ai adoré le film, mais je lui reprocherais peut-être ça. Je pense qu'il aurait pu être amputé d'un petit temps quand même. Moi je trouve que le film, bonne demi-heure. Moi je trouve qu'il y a presque 3 genres dans le film, tu vois. Il y a 3 genres. C'est pour moi vraiment la première partie, comme tu dis, c'est un espèce de film un peu contemplatif où t'es un peu emporté par la BO. Où il y a vraiment ce truc où t'es dans les errances du personnage et tout ça. La deuxième partie, c'est plus un thriller d'espionnage, je dirais. Il y a même Nolan d'ailleurs qui a dit que c'était pour lui presque un film de casse.
un petit peu. Il avait fait un peu comme un film de casse, la construction de la bombe, et je trouve que c'est pas déconnant, puisqu'en fait, il va vraiment. Il va chercher les Avengers de la bombe nucléaire, tu vois. Genre, c'est un peu. Non, mais vraiment, tu sais, c'est vraiment. Il y a un côté un peu comme ça. Allons chercher tel type en Avengers, Allemagne. rassemblement. Non, mais c'est ça vraiment, tu sais, il va vraiment. Oui, vous connaissez tel homme qui est là-bas en Allemagne, qui connaît la bombe, machin. Oui, allons-y, allons le voir. Et puis, tu vois vraiment des plans où ils sont en train de marcher dans des jardins pour aller voir tel monsieur. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un moment donné aussi où il marche dans un grand stade. Et moi, je m'étais dit, c'est quand même dingue parce que c'est quand même 3 peuples qui marchent dans un grand stade immense. Ça peut être le truc le plus random du monde. Et en fait, avec la musique derrière de Louis Göransson, t'as l'impression que c'est un truc hyper prenant. Genre, ils sont en train de marcher. Enfin, vraiment, c'est très fort. Dormi pendant cette partie-là. Peut-être possible. Voilà. Pourtant, la musique, elle est quand même. Mais c'est là qu'on voit que la musique, elle a un rôle hyper important. Mais moi, dans le et film. puis là, elle est géniale. Moi, je trouve que Göransson, il côtoie Zimmer pour moi dans ce qu'il a fait pour Oppenheimer. C'est très très fort. Mais et du coup, à troisième partie, je dirais que c'est vraiment un pur film de procès, mais qui vraiment film de procès et politique, tu vois, vraiment, et qui redonne à revoir en fait les deux premières parties d'une manière assez différente. Je trouve il y a vraiment il y a une autre vision. C'est un changement de point de vue et il y a la tension qui reste. C'est ça. Et puis t'as Robert Downey Jr. qui est magistral. Je trouve pendant tout le film il est très bon, mais dans la troisième partie il est incroyable. Tu le vois plus. Tu le vois plus. Oui, voilà. Partie aussi. Et puis t'as un peu le twist, même si ça aussi je trouve que c'est fort, c'est qu'en fait Nolan. C'est là où je me dis que c'est un biopic. C'est là où je trouve le biopic intéressant, c'est quand un auteur va prendre ce genre-là et va le modeler à sa manière, va vraiment en faire un film qui ressemble à lui, à sa patte. Et je trouve que dans le cas de Nolan, du coup, il arrive à te faire presque le meilleur twist de sa filmo depuis Le Prestige, peut-être, tu vois, mais avec un fait réel, avec un fait historique, en fait. C'est un truc, pour le coup, si tu vas voir le film en connaissant par cœur l'histoire d'Oppenheimer, là, c'est sûr que le twist ne marche pas pour toi, mais normalement je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gens, notamment en France, qui sont des experts d'Oppenheimer, à part les historiens. Mais c'est un public très ciblé, quoi. Voilà, c'est pas très pour le grand ciblé. public. Ouais. Mine de rien, c'est quand même un film qui a frôlé le $1 milliard au box-office. Oui, non, quand je disais ça, c'était sur le sujet en lui-même, c'était sur la vie d'Oppenheimer. Je pense que s'il a autant marché, autant attiré les foules, et à juste titre, heureusement qu'il l'a fait, mais c'est aussi parce que, de 1, le nom du réalisateur parle à beaucoup de gens, tout à fait. Et de 2, le casting parle à beaucoup de gens. Et puis côté marketing, ils ont fait la promo de fou. Puis le fameux match Barbie-Heimer, quoi. Ça marche bien, ça a très bien marché. Ce que j'ai bien aimé par contre dans la réalisation de Nolan, parce que juste avant on parlait de ces biopics qui sont pas forcément totalement fidèles à la vie de la personne, parce que voilà, il y a un côté romancé, voilà. Et lui il a eu donc vraiment cette idée finalement assez simple sur le papier de faire en noir et blanc les scènes qui sont purement objectives et qui essaient de rester le plus fidèle possible à ce qu'on sait réellement. Pas tellement objectif finalement, mais mais j'aime bien l'intention. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ces scènes, c'est quand même essentiellement de l'objectivité, du fait avéré, tandis que ce qui est en couleur, il y a quand même derrière le regard du réalisateur et c'est assumé derrière. Tu vois. Du coup, il assume que même si c'est un biopic, l'essentiel étant en couleur, l'essentiel est subjectif. Et il se crée à travers son œil à lui et pas seulement à travers une histoire purement objective. Et j'aime bien qu'il assume ça et qu'il ne le vende pas comme c'est la vie fidèle du début à la fin de tel personnage historique. Alors qu'il y en a qui s'en gênent pas. Ouais. Il y en a aussi qui se permettent de faire des biopics sur des personnages historiques et qui vont ensuite dire aux historiens vous étiez pas là, donc me dites pas que mon film n'est pas la vérité. Étrangement, je crois savoir de qui tu parles. Ouais. On ne citera pas Napoléon. Alors, c'est fait du coup. Sir Ridley Scott, s'il vous plaît. Nous allons partir. Non, Napoléon. Il y en a aussi qui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a qui prennent le biopic parfois qui prennent l'histoire de quelqu'un pour en faire presque leur propre autobiographie. Moi, je pense notamment à Spielberg. Parce qu'il faut évidemment que je cite Spielberg quelque part quand je passe dans un podcast. Je pensais à Arrête-moi si tu peux. Qui est un biopic sur une personne qui n'était pas non plus extrêmement connue à la base, qui est connue plus aux États-Unis pour être le plus grand, l'un des plus grands faussaires un petit peu des États-Unis, dans le sens où le mec a quand même dupé tout le monde pendant des années en faisant des faux papiers constamment et en prenant des identités d'autres personnes en fait, littéralement. Enfin, le gars se fondait dans la masse en fait. Et moi, le truc que je trouve assez génial dedans, c'est que Spielberg en fait un de ses meilleurs films parce que c'est un film qui parle de lui en fait. C'est presque une autobiographie de lui-même à travers l'histoire de quelqu'un d'autre, bien avant The Fabelmans un petit peu. En fait. Oui, parce qu'après c'est une fable. Littéralement, c'est un film. The Fabelman, oui. Après, ça. Là, il a autobiographie pas. Là, il a fait son propre biopic pour moi, littéralement, et c'est un chef-d'œuvre, bien sûr. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Dans le cas Spielberg en plus, je pense que là. Au moins, personne ne fera un biopic sur lui. Enfin, ils le feront, mais il y aura The Fabelman. Voilà, qui sera là à la porte en train de dire non. C'est ça. Tu peux pas.
C'est vrai, quand on regarde depuis 2 ans, j'ai quand même l'impression qu'il y a une explosion du genre. Il y en avait déjà eu beaucoup avant, mais là, ça fait 2 ans qu'on en a quand même un sacré paquet. Hein. C'est vrai que The Fabelman, c'en est un petit peu un. On parlait d'Oppenheimer. On a celui dont on ne prononcera pas le nom. Si, on va le faire, Napoléon. on a Bob Marley One Love. On a eu aussi de Michael Mann Ferrari. Qui arrive. On a récemment Gran Turismo, non ? Il y a eu Gran Turismo aussi, c'est vrai. Iron Claw qui est quand même un petit peu un biopic aussi. Je pense qu'on peut le dire. On a Une Vie qui est en ce moment en salle. Oui. Ils ont commencé récemment à teaser un petit peu le biopic à venir sur Michael Jackson. Ouais. Amy Winehouse aussi. Oui. Il y a eu Priscilla aussi Priscilla récemment. en début d'année. Et d'ailleurs, il y avait eu Elvis aussi encore avant. Encore Elvis. Mais là, en plus, on en a beaucoup. C'est sur. J'ai l'impression que c'est vraiment par thématique. C'est-à-dire qu'on a sur les voitures. Un peu le domaine automobile. À quand le vie sur Peugeot? Mais oui. Alors si, dans Cocorico, si vous allez voir, c'est super. T'as osé. On est là pour parler de cinéma. Le virage à 180 degrés. Alors, vrai cinéphile qui parle de biopic parle de André Roublev, s'il vous plaît. Un peu de le mec qui cite. On avait dit que non. Tu l'as vu au moins? Oui, figurez-vous. Tu as vu? Figurez-vous, monsieur, je l'ai vu. Et oui. De Tarkovsky, mon Dieu. Bah, oui. Monsieur regarde Tarkovsky. Et je vais accepter de me faire taper sur les doigts par tous les cinéphiles et par les cahiers du cinéma parce que je l'ai trouvé long et chiant. Mais faut le dire, mon Tarkovsky, c'est chiant. C'est génial. C'est génial. Mais oui. Ça dépend lesquels. Moi, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas aimé. Mais sinon, oui, le domaine automobile, parce que c'est un peu de là qu'on partait. Surtout que ces dernières années, il y en avait pas mal. Et ben, il y a eu ça, il y a eu Gran Turismo, Ferrari, Race for Glory aussi. On a eu Le Mans 66. C'est génial. Il y en a eu énormément. Rush de Renoir. Aussi. Il y a quelques années quand même, mais c'est c'est super. C'est vrai que c'est un peu plus vieux, mais vraiment c'est très concentré. Après, on a eu sur les couturiers, on a eu Yves Saint Laurent, House of Gucci. On a eu Yves Saint Laurent et Saint Laurent. On a eu 2 films quand même. Et un est bon, l'autre est mauvais. Je vous laisse deviner lequel. En fait, les biopics ont toujours été là. C'est juste que ça s'est popularisé, je pense, dans les dernières décennies, quoi. Mais surtout, vraiment, je trouve pas que ces 2 dernières années vraiment spéciales. Alors après, en fait, je me pose la question. Il y en a beaucoup en même temps, je trouve. Je me demande si il y en a effectivement beaucoup plus, ou si c'est juste qu'on en parle plus parce que c'est pas une tendance, mais que ces dernières années, les gens ont vraiment envie de voir des biopics, de voir des films sur des personnages, des personnes réelles et tout. Je sais pas si c'est juste parce qu'il y a plus de biopics qu'on en parle plus, ou si c'est parce qu'on en parle plus qu'il y a plus de biopics. Ou c'est parce que les gens ne savent plus quoi inventer au cinéma. Oui, aussi. Je pense que c'est un genre. En plus, on fait un peu un biopic pour tout et rien maintenant, tu vois. C'est-à-dire que y a des films parfois où tu te dis mais c'est pas possible, vous allez vraiment faire un biopic sur ça, quoi. Genre, là, mercredi, il y a un biopic sur Ravel et son boléro. Sur la partie boléro de Ravel. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Après, je dis pas, je pense qu'il va être très bien. Enfin, j'espère parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les biopics musicaux, moi, c'est un peu mon dada. Donc. Non, puis même là, il y a eu aussi à un moment donné où on comprenait pas trop. Quand ils annonçaient des projets, parfois ça semble surréaliste. Et après, quand tu as le résultat, parfois t'es un peu surpris. Genre, notamment, il y a eu, je sais qu'il y en a eu un sur Tetris. Fait, et à la base, c'était un peu annoncé comme un biopic sur Tetris. Tu fais c'est bizarre c'est comme idée. vrai, il y a eu cette histoire. Voilà, et en fait, non, c'est un biopic sur le créateur de Tetris qui explique que le créateur de Tetris, en fait, il a créé Tetris notamment un peu comme une espèce d'arme anti-soviétique, je crois un peu. Dans l'idée, c'était un peu ça, en fait. Et d'un coup, tu te dis, en fait, c'est pas tellement un biopic, c'est un thriller d'espionnage un petit peu aussi et tout, avec Taron Egerton. C'est un peu un mélange de genres, ouais. Voilà, en fait, il y a les biopics qui mélangent un peu les genres avec des concepts qui sont un peu originaux, où tu te dis tiens, j'aurais pas pensé qu'ils allaient adapter ça, genre tiens, exemple tout bête, on va faire un biopic sur une chaussure Nike. Alors quand t'es là, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, et après tu te dis tiens, c'est Ben Affleck qui le fait. Ben Affleck il est quand même intéressant, il a fait The Town, il a fait Argo, il est hypnotique. Là c'est en tant qu'acteur, mais ce film est vrai. Mais c'est Robert Rodriguez et ça fait mal de dire que Robert Rodriguez a fait ça, mais voilà, du coup il a fait finalement un film non pas sur la chaussure Nike mais sur la conception de cette chaussure, et en fait c'est presque un film qui critique un peu une forme de capitalisme américain. Mais t'as eu la même chose avec Blackberry aussi.
Ah, j'ai pas vu. C'est pareil, c'est Il y a eu le un même film principe. D'accord. Sur Blackberry, qui s'appelle Blackberry. Franchement, ils ont tout Littéralement. fait. Toujours des Bon, titres très originaux pour les Ouais, Beatles. c'est, Tetris, Blackberry, chaussures Nike. Je crois pas que ça s'appelle Nike le film, je sais plus. Mais, voilà, le film avec Ben Affleck. Mais oui, mais après Tetris, ça a été une belle surprise. Hein. Moi, je trouve, je m'attendais en me disant, oh là là, ça va être long et pénible, mais je trouve que c'était quand même une belle surprise. Je l'ai pas encore vu moi pour le coup. Ah. Il est dans la liste Apple TV, faut que je le regarde. Mais non, c'est R du coup le film de Ben Affleck avec Matt Damon, Viola Davis. Sans en le plus, H. De R. Sans le H, on est d'accord. Hein. Oui, c'est pas le C'est Spike pas un Jonze. salon de coiffure. C'est pas Spike Jonze surtout. Non, mais il y a un film qui s'appelle R. Bah, c'est le chef-d'œuvre de Spike Jonze avec Eh. Joaquin Phoenix qui parle à Incroyable, Scarlett ce film. Johansson qui est une Oh, c'est voix vrai, oui. d'ordinateur. Magnifique. Incroyable. Magnifique. Plus belle histoire d'amour de vivre au cinéma depuis au moins 10 ans, 20 ans. Enfin... Ah oui. Ah oui, non, c'est sublime. Depuis que je suis née, quoi. C'était Ouais, c'était après littéralement. Jurassic Ouais. Park. C'était après Jurassic. Mais j'étais pas né pour Jurassic Park. Merci de me le rappeler, Colline. Je n'ai pas vécu en salle. Oh, moi non plus. Hein. Ah. Après, il est repassé sur, arrête, au cinéma. Ouais, il est repassé quand? Je sais plus. Il est repassé l'année Il y a pas dernière, mais en longtemps, ouais, début l'an d'année. dernier. Ah, Mm. je Ouais, suis ouais. pas allé. Avec Cerise, on était On dans y la allait. même salle. Ah. Ah, c'était bien. Je crois qu'Antoine, il va nous taper. Il se retient là. C'est Mais merveilleux. je me disais, il n'y avait pas un biopic aussi. Carpenter, il n'avait pas fait un biopic. Ah bah voilà. Figure-toi que si, effectivement, parce que T'es vraiment gentil. non, parce que tout le monde parle du biopic sur Elvis Presley de Baz Luhrmann, mais il faut savoir qu'en 1979, John Carpenter adaptait déjà l'histoire d'Elvis au grand écran et Avant il a- Baz Luhrmann. le roman d'Elvis, voilà, Bien avant réalisé même, par hein. John Bien Carpenter avant. en 79, qui est boudé par beaucoup de gens parce Avec que Kurt Russell. il n'a pas eu, oui, avec Kurt Russell, hein, Dans une Elvis. de ses nombreuses collaborations avec l'acteur, hein, Bah, avec compte. lequel il est ami d'ailleurs. Ouais, oui. Et oui, le film est pas mal boudé parce que il n'est malheureusement pas sorti au cinéma. Hein, Oui, c'est un téléfilm. c'est Enfin, un téléfilm. ouais. C'est un téléfilm, mais Mm. pour le coup, qui est quand même réalisé par un grand monsieur et qui, Oui. et qui devrait être moins boudé que ça, je pense. Et voilà. Voilà, comme ça, C'était on a la fait minute plaisir. Carpenter d'Antoine. On lui a fait plaisir. C'est une tradition, Je peux pas faire un épisode de Post Clap sans citer John Carpenter, évidemment. C'est quoi ton Carpenter préféré? Elvis. Oh, alors, non. Sinon, on sort de la thématique biopic. Voilà. Mais pour répondre quand même à la question de Gaël, Halloween, il a une grande place dans mon cœur, mais parce que c'est le premier Carpenter que j'ai vu et c'est lui qui m'a fait Ouais. tomber amoureux du cinéma. Mais Mais si The je devais Thing. vraiment faire un choix, je dirais The Thing. Bah oui, qui chef-d'œuvre, est exceptionnel. c'est le chef-d'œuvre. Enfin, Halloween est exceptionnel aussi. Oui, mais, mais The Thing, c'est. mais The Thing, c'est quelque chose. Bah écoutez, on terminera Sur cette note. ce quatrième épisode sur cette note. On va terminer donc cet épisode sur les biopics en ne parlant pas de biopics. C'est beau, moi je dis. Bah non, si t'en as parlé, parce que du coup, Carpenter a fait un biopic. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc c'est un. Voilà. Tout à On fait. a le sujet. Voilà. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à Postclap. Bah, merci à vous. Et on Merci se à retrouve vous. pour une prochaine saison, on l'espère. Bah oui. Avant, on remercie Hugo quand même pour la technique qui nous a accompagnés sur Merci. ces 4 épisodes. Oui, et merci puis beaucoup. peut-être un merci au cinéma, sans qui cette émission n'aurait Oh, jamais c'est vu beau. le jour. Ah, Merci c'est le beau. cinéma. Quelle belle Viva le conclusion. cinéma. Moi, je pense que cette petite poésie. Et nous, on vous dit au revoir et peut-être à la prochaine. À bientôt. Ciao. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Et coupez.